Bonsoir Monsieur le Grand Rabbin. Bonsoir. Vous êtes Grand Rabbin de France, Gilles Bernheim, et vous avez publié un essai dont tout le monde a parlé, un essai qui a été remarqué, y compris et cité par le pape Benoît XVI, ce qu'on oublie souvent de dire, où vous prenez position en argumentant, je rappelle que vous êtes aussi philosophe, contre la loi sur le mariage pour tous. On va l'évoquer, on va évoquer quelques questions aussi sur la communauté juive aujourd'hui en France, mais d'abord cette question, est-ce bien la place des religieux, est-ce bien la place des religions? Est-ce qu'un engagement aussi fort, aussi remarqué de votre part, représentant d'une des grandes religions monothéistes, est-ce que cet engagement contre cette loi ne risque pas de heurter des sensibilités, d'inquiéter une partie de la population? Vous savez, la France est inquiète. Elle est souvent inquiète lorsqu'elle voit des religions se comporter, ou des composantes de religions se comporter de manière intégriste. Et ce qu'elle reproche à ces religions, c'est de défendre leurs intérêts privés et de ne pas s'intéresser aux problèmes de société. Autrement dit, de ne pas réfléchir sur des problèmes qui concernent tout le monde. Dès lors que nous avons ici un problème qui concerne tout le monde, il appartient aux religions, quelles qu'elles soient, d'exprimer posément, calmement, j'allais presque dire rationnellement, leur opinion sur. Le rôle d'une religion, ce n'est pas de manifester. Vous n'avez pas manifesté. Je n'ai pas manifesté. Pourquoi donc? Les religions ne vont pas dans la rue. Il y a eu des hommes d'église dans la rue c'est leur droit le plus janvier. strict. Pour ma part, je considère que la place des religions n'est pas dans la rue et que par ailleurs, il appartient de laisser une trace écrite de manière à ce que tout le monde puisse réfléchir, se faire une opinion. Nous sommes dans une société démocratique et il appartient au Parlement de décider finalement. La discussion a commencé au Parlement. Comment vous la jugez depuis qu'elle a commencé? Écoutez, les dés sont jetés, l'issue est connue. De toute façon, cette loi va passer. Le président l'a dit et le Parlement sera majoritaire. Il vous l'a dit, le président? Il a reçu les représentants des religions pour les vœux récemment? Oui, tout à fait. Et puis nous en avions déjà parlé au mois de juillet lorsque nous avons fait connaissance que le président de la République a reçu divers représentants des religions. Il avait été question déjà au début du mois de juillet du mariage pour tous, puisque la loi était annoncée, le projet de loi était annoncé. Alors à quoi ça sert de se battre et encore une fois d'être assez offensif, assez présent sur cette question? Vous savez, se battre, discuter, raisonner, c'est aussi essayer de rendre les gens un peu plus intelligents. Quel que soit son écrit, on peut avoir une opinion différente de la mienne, raisonner de manière opposée, mais donner à penser aux gens de manière à ce qu'ils ne soient pas simplement des faire-valoir, des gens qui font une chose parce qu'on leur a dit de faire, mais qui ont des arguments pour trancher. Alors on va les examiner, mais d'abord cet élément d'actualité. Hier, on a appris que Christiane Taubira avait publié une circulaire qui demandait aux tribunaux d'attribuer un certificat de nationalité française aux enfants nés de pères français et parfois donc nés de mères porteuses à l'étranger. Les religions s'expriment sur les lois de bioéthique, s'expriment sur ces questions-là. Est-ce que vous avez été choqué? Est-ce que vous avez été heurté par cela? Heurté? Non. Pour une raison simple, c'est que nous avons ici des liens mécaniques qui se sont mis en place. Dès lors que le mariage pour tous est accepté, se pose la question de la filiation, et le lien entre le mariage pour tous et la filiation, c'est un lien mécanique, presque obligatoire. Ensuite, entre la filiation et la procréation médicalement assistée, le lien est aussi mécanique, et l'on passera de l'un à l'autre de manière naturelle. Et de la procréation médicalement assistée à la gestation pour autrui, la GPA, le lien sera tout aussi mécanique. Ça peut prendre du temps, il y a des réticences, mais je sais qu'on y arrivera, non pas parce que je le souhaite, mais parce qu'on a ouvert une porte et qu'à partir de là, l'appel d'air est très fort et de toute façon, à terme, l'opinion se prononcera dans ce sens. Je le regrette pour ma part profondément, mais ce que je regrette, ce n'est pas ce qui se passe en dernier lieu. C'est parce que la porte a été ouverte
et que se sont mis en place ces liens mécaniques entre la première, la deuxième, la troisième et la quatrième chose. Juste un mot, vous regrettez aussi les dérapages, les expressions malheureuses, en tout cas jugées comme telles, qui ont choqué. Je pense à Monseigneur Barbarin, que vous connaissez bien, vous avez publié un livre avec lui. Et qui est un ami. Et qui est un ami. Et il a parlé, et il a dit que le mariage pour tous allait conduire à l'inceste et à la polygamie. Vous savez, je sais très bien dans quel contexte la chose a été dite. Je sais aussi à quelle question il a répondu. On a retenu sa réponse. Je n'aurais peut-être pas dit la même chose, mais lorsque je sais à quelle question et dans quel contexte il a répondu à une question, je ne dis pas que je partage, mais je comprends un peu mieux ce qui se passait. Mais on ne retient que les réponses et jamais les contextes ni les questions. Vous savez que la réponse des partisans du mariage pour tous, souvent, ça a été, mais en fait, c'est de l'homophobie. L'opposition à ce projet de loi, c'est un rejet de l'homosexualité. Non, pas du tout. Pas du tout. Le conjoint doit être protégé. Mais la question du mariage pose la question de la filiation. Plus la PMA, plus la GPA. Ce qui n'est pas pareil. La protection du conjoint homosexuel, elle existe, elle est nécessaire, elle est indispensable, que ceci soit clair. Maintenant, quant à ceux qui parlent d'homophobie, dès lors qu'il s'agit de personnes qui sont opposées à cette loi, je leur dirais une chose très simple. L'homophobie, c'est un délit pénal. Il leur appartient de déposer plainte. On n'emploie pas des mots comme ça, parce que là aussi les mots sont déviés de leur signification première ou sont suremployés. Ça donne lieu à des dérives et certainement à beaucoup d'agressions, mais dans les deux sens. On va écouter Christiane Taubira, elle défendait le projet. Certains ont dit qu'elle avait beaucoup de souffle et qu'il s'est passé quelque chose à l'Assemblée nationale mardi. Regardez. Le mariage ouvert aux couples de même sexe illustre bien la devise de la République. La liberté de se choisir, la liberté de décider de vivre ensemble. Nous proclamons par ce texte l'égalité de tous les couples, l'égalité de toutes les familles. Et nous disons aussi qu'il y a dans cet acte une démarche de fraternité, parce qu'aucune différence ne peut servir de prétexte à des discriminations d'État. L'égalité, l'amour, la fraternité. Je trouve que c'est un magnifique symbole qu'une femme de couleur défende ici l'égalité, le principe d'égalité. Non seulement je suis le premier à le reconnaître, mais j'en suis ému. Même si sur le fond, je ne suis pas d'accord avec son projet de loi. Pourquoi ? Pourquoi je ne suis pas d'accord avec son projet de loi ? Précisément, par exemple, sur l'égalité, c'est un des arguments clés. Attendez, il y a une chose très simple qui doit être rappelée. C'est que, de fait, protéger le conjoint homosexuel est une chose. Respecter les homosexuels comme cela doit être et se faire est une chose importante, essentielle, incontournable. Maintenant, légitimer cela, autrement dit, passer du respect à la légitimation d'un principe qui veut qu'un couple homosexuel, c'est comme un couple hétérosexuel, parce que c'est le même mot mariage, avec les mêmes implications, avec les mêmes effets mécaniques, là je ne suis pas d'accord. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Je respecte, mais je ne souhaite pas légitimer, au nom de l'égalité, des choses qui restent différentes. Vous dites, vous, le judaïsme défend l'altérité. Il n'y a pas que le judaïsme qui défend bien sûr, mais je veux dire, c'est à ce titre-là que vous exprimez, ou à titre individuel seulement ? Non, c'est à ce titre-là, avec mes mots, mais d'autres religions monothéistes, des religions qui ne sont pas monothéistes, des gens qui ne croient pas en Dieu, peuvent tenir le même raisonnement à quelques connotations différentes près, bien évidemment. L'altérité, cela veut dire quoi ? Cela ne veut pas dire que l'homme et la femme soient différents ou soient égaux. Cela veut dire qu'ils sont complémentaires. Ce qui veut dire qu'en termes de droits et de devoirs, il doit y avoir un même équilibre chez l'un et chez l'autre, de sorte qu'on ne puisse pas dire que la femme ait moins de droits que l'homme et que la femme a plus de devoirs que l'homme. Les droits peuvent être un peu différents dans certains cas, les devoirs peuvent être différents, mais c'est cet équilibre chez l'un comme chez l'autre
qui forge la dignité d'un couple et de l'homme et de la femme dans le couple. Donc je renvoie de toute façon à votre essai qui est très facilement qui est publié et qu'on peut lire notamment sur Internet, puisque c'est un très long essai de 25 pages. Il n'a pas été édité en librairie, mais il est aisément retrouvable sur Internet. Vous seriez favorable à un référendum ? Un référendum, ça implique plusieurs points. Un référendum, ce n'est pas êtes-vous pour, êtes-vous contre. S'il y a un référendum, on va parler du mariage entre homosexuels, on va parler de la filiation, on va parler de la procréation médicalement assistée, et pour finir, de la GPA. Lorsque tous ces termes auront été posés, nous allons voir qu'en droit, ce référendum est difficile à mettre en place. Je n'ose pas dire impossible, mais en tout cas certainement très complexe. Donc on ne peut pas simplement dire « je suis pour » ou « je suis contre » sans tenir compte de toutes les implications et mesurer la difficulté d'une telle entreprise. Voilà donc sur cette question sur laquelle, je le disais, il y a votre texte qui évoque aussi l'identité sexuelle, la filiation, toutes les questions de généalogie et que vous développez. Je voudrais revenir sur la situation de la communauté juive en France aujourd'hui. Hier, Manuel Valls recevait les enfants, les parents des victimes de Mohamed Merah. Aujourd'hui, un extrémiste apparemment islamiste a été expulsé vers le Maroc. Est-ce que vous diriez que la menace est grande ou est-ce qu'elle est sous contrôle d'expressions antisémites venant de ce type d'extrémistes ? Je ne peux répondre que sur des sujets que je maîtrise, et je ne sais pas tout, et ce n'est pas de mon rôle de tout savoir. Ceci étant, la France est inquiète. Il y a eu une enquête qui a été menée pour un quotidien du soir, et l'inquiétude des Français était relevée. Pour le monde, oui. On sait par ailleurs que les Juifs, par nature, sont un petit peu plus inquiets que les autres. C'est leur histoire qui a favorisé cela. Alors je crois que, en tant que Français et Juif, je suis inquiet. Si vous me posiez la question de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme, de l'antisionisme, etc., je dirais que en France, il y a 4 paramètres à prendre en compte et qui sont, je dirais, à la base de mon inquiétude. D'abord, une très grande ignorance du fait religieux par beaucoup de Français, une diabolisation d'Israël, une méconnaissance des religions, et puis de l'islam aussi. Une forme d'intégrisme islamique comme l'une des composantes de l'islam, qui par ailleurs est parfaitement noble et intégrée en France, mais il y a une composante intégriste. Et puis il y a une forme de populisme en France. Alors quand tous ces ingrédients se mélangent, on ne voit plus très clair et on est inquiet. Est-ce que vous ne voyez pas aussi un intégrisme ou en tout cas un extrémisme au sein de la communauté juive ? Non. Un repli sur soi, une méfiance permanente, elle est justifiée vraiment ? Elle existe pourtant. Je crois que la communauté juive, elle est inquiète parce qu'elle a vécu tout au long des siècles une histoire souvent difficile et douloureuse. Alors lorsque l'État d'Israël est diabolisé, lorsque dès qu'une personne est juive et pratiquante, elle est traitée d'intégriste, alors elle s'inquiète. Et qu'en plus, le populisme fait que les opinions elles se forgent sur, non pas l'intelligence, la compréhension des choses, mais simplement sur l'émotion de l'instant. Les Juifs qui étudient, peuple du livre, peuple de la mémoire, ont tout lieu d'être inquiets. Et de se replier sur eux-mêmes ? Non. Mais lorsqu'on est inquiet, on est méfiant. On prend de la distance, on s'interroge. Et ça offre une image de repli que, pour ma part, je ne partage pas. Une communauté de juifs en France est une communauté bien intégrée, qui apporte quelque chose à la société civile et qui reçoit de la société civile beaucoup de choses pour son particularisme juif. C'est cela, être juif en France. Juste un mot, vous trouvez que les dirigeants de l'islam français sont assez clairs sur justement leur extrémisme ? Vous les voyez et vous leur parlez souvent. Bien évidemment. Les représentants de l'islam sont, dans leur très grande majorité, clairs. Mais, ce que je regrette, ce n'est pas qu'ils ne se démarquent pas suffisamment de l'islam intégriste. Se démarquer par les mots est une chose. Je souhaite qu'ils se démarquent par des actes. Et les actes, c'est quoi ?
montrer que quelle que soit l'opinion qu'ils peuvent avoir sur le conflit du Proche-Orient, eux d'un côté, les Juifs de l'autre, ça n'a aucune implication sur le vivre ensemble en France. Et qu'ils accueillent, que les mosquées fassent des portes ouvertes, des journées portes ouvertes pour accueillir la communauté juive et pour marquer l'amitié, la convivialité, la proximité qui existe entre ces communautés. Et je peux vous dire en tant que grand main de France que les synagogues feront la même chose et que ça sera une formidable image, un symbole très fort pour la société française. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin, d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Dans un instant, bien sûr, le journal de Rachid Embarki. Et puis, on revient sur les coulisses de la semaine politique avec Anna Cabana et Bruno Jeudi. À tout de suite.